Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invitée est la réalisatrice et comédienne Audrey Dana. D'abord, de toute façon, tout ce qui rime avec obligation me posait un vrai problème. Et d'ailleurs, m'en pose toujours un. J'aime pas avoir la sensation que je dois, qu'il faut. Je n'aime pas ça. C'est dans un café au cœur de Montmartre, au pied de l'immeuble où elle est en train d'emménager, que nous avons rendez-vous. Audrey Dana, vous savez, c'est un peu la Wonder Woman du cinéma français. On l'a découverte comédienne chez Claude Lelouch dans Roman de Gare en 2007. Depuis, elle a tourné chez Philippe Lioré, Bertrand Blier, le duo Nakache-Toledano. En 2014, elle est passée à la réalisation avec Sous les jupes des filles, une comédie qui a cartonné avec plus d'1 million d'entrées. Au théâtre, Audrey a écrit et mis en scène en 2017 son propre spectacle, Indocile, où elle puisait en grande partie dans son histoire intime. Famille, son premier roman qui vient de paraître aux éditions Équateur, en est le prolongement naturel, et franchement tonitruant. Dès la première page, j'ai été pris à la gorge par ce récit à la première personne d'une enfance absolument hors du commun. Audrey, c'est la fille d'une Américaine et d'un Français qui tombent amoureux dans un club de jeux à Paris. Elle est déjà enceinte d'un autre, ils ont le coup de foudre. Mais leur histoire n'est pas faite pour durer. Avec ses demi-sœurs et son petit frère, Audrey va alors grandir dans une immense maison en ruine dans la Beauce, à proximité d'un champ de betteraves qui empeste. Entre une mère qui ne fait rien de ses journées et un père qui rejoue les 400 coups à la capitale, la fratrie est livrée à elle-même, pour le meilleur et pour le pire. Famille est un roman sombre, drôle et plein d'émotions que je vous recommande chaudement, et dont je suis allé m'entretenir avec son auteur en pleine écriture de son prochain film, dans le café qui lui sert de quartier général pendant les travaux de son appartement. Bonjour Audrey Dana. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va super, vous-même ? Plutôt pas mal. On se retrouve alors dans un café d'une grande marque américaine dont on ne doit pas dire le nom. Et que je ne cautionne pas du tout d'ailleurs, mais qui se trouve au pied de mon appartement en travaux. Donc c'est mon lieu de rendez-vous. Et donc c'est là qu'on se retrouve. C'est mon salon du moment. Voilà, autour d'un cappuccino et d'un autre café avec un nom bizarre, pour parler de Famille, votre premier roman. Alors, Audrey, avant de vous parler de votre livre, je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Ce podcast, son nom, c'est « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Moi, je voudrais savoir si c'est votre cas et si vous êtes d'accord. Est-ce que pour vous, les gens qui lisent sont plus heureux que les autres ? En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai aucune réponse, je ne sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que je cours après les moments où je vais avoir la chance de pouvoir me poser pour lire. Pour moi, la lecture, c'est synonyme de pause, dans le sens le plus noble du terme. Et comme on a tous besoin dans ce monde de fous de faire des pauses, je dirais que la lecture rend en effet plus heureux. Et quand on lit pas, on est malheureux ? On en manque ? Alors, il y a des gens qui ne lisent pas, tout court, donc on peut pas être en manque de quelque chose qu'on ne fait pas. Moi, en tout cas, dans ma vie, si j'ai pas un bon roman en cours ou un livre qui m'intéresse sur un sujet qui m'intéresse, parce que je lis autant de romans que de livres sur des sujets en fait qui sont donc pas des fictions mais des réflexions, des recherches. Si j'ai pas des livres en cours, des livres dans lesquels j'ai plaisir à me plonger et justement qui me permettent de créer une parenthèse, un moment d'arrêt, un moment de suspension, c'est pas très bon signe, quoi. Ça veut dire que je suis trop speed, que je fais trop de choses et qu'il est vraiment temps que je me calme. Alors ce livre, je crois que vous aviez envie d'en faire peut-être un scénario, en tout cas que ça faisait partie d'une idée de film. C'est devenu un roman comment ? Alors, moi, ce que j'aime assez, c'est que les projets, ils ont toujours une vie propre. Des fois, on a très envie de faire quelque chose et c'est complètement autre chose qui se passe. Et quand j'écrivais ce premier scénario avec ma grande sœur et Jacques Fieschi, un immense scénariste du cinéma français, j'entendais souvent, tu verras, ton premier scénario, c'est jamais le scénario que tu tournes. Et je me disais, waouh, c'est dur d'entendre ça alors que j'étais dedans, etc. Et puis, il se trouve que mon premier film, c'est Sous les jupes des filles. Donc, il s'est passé quelque chose qui a fait que je ne l'ai pas fait. Et en fait, je me suis trompée d'angle d'écriture. Quand j'ai écrit le scénario,
Je voulais tellement rendre hommage à ma sœur qu'en fait, j'en ai fait un film de son point de vue. Or, pour raconter ce que moi, j'avais envie de raconter dans cette histoire, c'est-à-dire pour pouvoir remercier en fait ces expériences rocambolesques et la bibliothèque humaine dans laquelle j'ai été plongée, qui m'a tant nourrie comme artiste, il fallait que je raconte cette histoire de mon point de vue. Or, ça a demandé de tout reprendre à zéro. C'est comme si on finit les travaux d'un appart et puis en fait on se dit merde, je veux le salon à la place de la salle de bain à la place de la cuisine et qu'il y a tout à refaire. J'avais pas la force de tout refaire. Et puis quelques années plus tard, donc voilà, je suis partie sur Sous les jupes des filles, qui m'est vraiment tombé dessus. Il y a eu un gros alignement des planètes pour ce film. On m'a poussé à le faire, le casting a suivi, les plannings matchaient, enfin, c'était dingue, c'était voilà, l'heure de faire ce film et pas autre chose. Et puis j'ai jeté sur des papiers, je vous dirais après une séance d'éthiopathie, c'est assez étrange. Oui. Après une séance d'éthiopathie, quelqu'un qu'on m'avait recommandé de rencontrer et qui me dit, vous allez comprendre, vous qui avez lu le livre, il s'est passé quelque chose à 2 ans, il s'est passé quelque chose, bon. Et apparemment, c'est ton corps qui a des mémoires et qui te guide sur des événements marquants. Et puis je voyais pas du tout de quoi il me parlait. Et puis la séance d'après, je lui dis quand même si j'étais à l'hôpital à 2 ans parce que j'ai mangé des médicaments. J'ai mangé un panier entier rempli de médicaments. C'est un des épisodes du livre. Et il m'a dit que ça s'appelait une tentative de suicide. Alors j'ai ri. Je dis à 2 ans si je mange des médocs. Et lui il riait pas. Et en fait, ça a créé quelque chose en moi. Je ne sais pas ce que ça a créé en moi, mais il s'est passé quelque chose parce que je suis rentrée et j'ai commencé à écrire. C'est la première fois que j'écrivais quelque chose seule. J'ai écrit des scénarios, quand même pas mal. J'ai même écrit un premier spectacle. Mais à chaque fois, j'ai eu des co-auteurs, j'ai eu des partenaires. Et pour la première fois, j'ai eu envie d'écrire seule. Un truc qui me regarde. Et je ne savais pas ce que j'écrivais. Je ne savais pas si j'étais en train d'écrire une lettre à mes enfants ou si j'étais en train d'écrire une espèce de journal rétrospectif. J'écrivais et j'avais la nécessité et c'est devenu en fait d'ailleurs écrire et lire, il y a quelque chose de l'ordre du rendez-vous, même si c'est pas du tout la même satisfaction que ça procure. Il y a quelque chose de l'ordre du rendez-vous d'aimer retrouver son texte et continuer l'histoire. Et un jour on m'a proposé une carte blanche au théâtre, en folle, parce que c'était pas du tout professionnel de ma part d'accepter. On vous donne 2 mois pour écrire, mettre en scène et tout pour lancer un projet. Normalement, c'est 1 an, donc c'était complètement fou. Dans un théâtre à un mauvais horaire, sans producteur, sans structure. Et ça faisait tellement longtemps que ça me démangeait d'être seule en scène que je me suis dit, je vais le faire. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Au moins, ce sera un exercice de style. C'est une chance d'avoir une carte blanche. J'ai montré ces 50 pages, j'en étais à peu près à 50 pages écrites. Elles ont été le terreau en fait de mon premier spectacle qui s'appelait Indocile, que j'avais coécrit avec Muriel Magellan, qui était ma scénariste à l'époque, ma co-scénariste à l'époque. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre de 2 éditrices qui signaient la lettre de leurs 4 mains. Une lettre magnifique, bouleversante, une lettre écrite par des femmes brillantes, quoi. Ça se voyait, ça respirait l'intelligence et la finesse, et j'ai fini la lettre avec des frissons et vraiment touchée en plein cœur. Et dans cette lettre, elle me disait, nous, on est éditrice et on pense qu'il y a une histoire et qu'il y a un roman à faire. C'est pas que ça qu'elle me disait, elle me disait des tas de jolies choses sur le spectacle, sur ce qu'elles avaient vu, ressenti. Alors j'ai été très touchée, je les ai rappelés et je leur ai dit c'est gentil mais non. Voilà, je ne ferai pas de roman, je veux pas être toute seule à mon ordi, vraiment. Enfin, je veux dire là, autant écrire un petit peu, je sais pas trop quoi. Vous ne vous sentiez pas légitime ou c'était juste je pense une qu'il y appréhension avait... Non, voilà, je crois que d'abord qu'il y avait beaucoup de légitimité, une absence de légitimité. Et puis en fait... le spectacle, c'est pas pareil, c'est 12 000 mots un spectacle. Un roman, c'est un gros bazar quand même. Et non, je me sentais pas légitime. Et je pense que ça se lit entre les lignes aussi. J'avais un père
passionnée de la langue française, une grande sœur qui passait sa vie à lire, alors que moi, c'est tout ce qui me désintéressait, en tout cas dans mes jeunes années. C'est drôle d'ailleurs que finalement, ce soit vous qui soyez devenue la romancière. Mais après, quand on dit c'est vous qui êtes devenue la romancière, il peut y avoir plusieurs romanciers dans une même famille. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu fou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle du roman de mon père qu'on cherche un moment, voilà, et qu'on n'a jamais trouvé. Oui, c'est fou. En tout cas, lui, je pense qu'il rigolerait beaucoup. Alors, ce qui est drôle, que si on lui avait dit il y a 20 ans, un jour ta fille écrira un roman, je pense qu'il aurait pris une barre de rire. Il aurait bien rigolé. Ouais. Alors, la petite parenthèse, c'est pas vraiment une parenthèse, c'est que aujourd'hui, vous avez pratiquement tout fait dans le spectacle, sauf chanteuse. Alors que c'est ça que vous vouliez faire. Exactement, c'est ça vous avez tout compris. Qu'on découvre plus ou moins que vous êtes devenue actrice et metteur en scène et maintenant romancière, et qu'en fait votre truc c'était de chanter, quoi. Alors aujourd'hui, la meilleure traduction de ce que j'aimais vraiment faire, c'est le seul en scène. Ouais. Moi, mon dernier seul en scène, il y avait une batteuse et franchement, il ressemblait à un concert. Il y avait du slam, il y avait des moments vraiment dignes d'un concert. J'ai mis du temps à comprendre, dis donc, et quand je l'ai fait, j'ai dit ok, c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai déjà écrit mon prochain spectacle d'ailleurs, qui s'appelle Comme le roman, même si il prend juste racine dans le roman, il n'y a que 5% de terreau commun. Je vais dans les branches un peu, quelle mère je suis devenue après tout ça. Et enfin, dans quelle famille j'ai créé en fait aujourd'hui. Mais donc le chant, en fait, si j'avais su chanter, je pense que si j'avais été douée à ça, j'aurais fait des concerts et voyagé partout et écrit des chansons. Vous chantez vraiment pas bien cata. Non, mais c'est un antidon, hein. C'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que même en karaoké, c'est pas possible. Non, mais c'est cata. Ça veut dire que moi, mes fils, je leur chantais quand ils étaient bébés parce que je suis toute seule, hein. Personne n'est là pour me juger, donc j'en profitais parce que j'aime vraiment ça. Hein. Ouais. Et c'est quasiment leur premier mot. Hein. Ils me disaient chut à 6 mois. À partir de 6 mois, je chantais, ils disaient chut. Vous leur chantiez quoi, des berceuses ou des chansons pop? N'importe quoi. Tout, non, ils n'aimaient pas. Et vous avez essayé de prendre des cours de chant quand même, malgré. Mais en fait, pourquoi? Il y a des gens qui sont doués. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Je les laisse faire. J'ai vraiment toute l'humilité du monde de reconnaître que je suis nulle. Et donc, même si je travaillais dur, je pourrais être que un tout petit peu moyenne. Et ça m'intéresse pas. On a envie de faire des choses dans lesquelles on peut. C'est pas que je suis contre l'adversité, parce que tout ce que je fais dans ma vie me demande beaucoup d'efforts, mais en fait c'est comme si on m'avait jeté ce sort qui m'oblige du coup à chercher d'autres moyens en fait d'exprimer ce monde qui m'habite. Alors c'est difficile de résumer ce roman. C'est une enfance, mais c'est une enfance tellement hors du commun, tellement incroyable qu'au départ, moi je pensais pas que c'était vraiment votre enfance. Alors je me rends pas compte, et vous allez me le dire, dans quelle mesure vous avez un peu, peut-être pas amélioré, mais transformé la réalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pensé que ça pouvait être faux, parce que j'étais pris par le côté fiction. C'est-à-dire que c'est à la première personne, mais j'ai eu l'impression de lire un roman coup de poing. Enfin, ça m'a vraiment pris d'emblée. Ça raconte à la première personne par une petite fille, d'abord toute petite, hein, au fur et à mesure, et qui grandit dans cet univers, hein, entre ce père un peu don Juan, très lointain, et cette mère américaine qui est plus ou moins qui est là sans être là, et puis tous ses enfants, ses frères, ses demi-frères, ses demi-sœurs, ces enfants qui arrivent aussi après, on en parlera. Une famille qui n'a de cesse de s'agrandir. Je me suis dit, mais il faut avoir beaucoup d'imagination pour inventer une famille comme ça, et en fait, non, c'est à peine. Alors en fait, c'est très 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 librement inspiré de ma vie, de ma famille, évidemment. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas une histoire qui ne parle pas de son auteur. Même si j'avais écrit une histoire sur 2 chats, je serais en train de parler de moi et de ma famille. Mais non, là, c'est clairement très inspiré de ma vie. Après, je me suis amusée, et c'est ça qui a été vraiment régalant, je me suis amusée à en faire un roman. Donc, j'ai fusionné les souvenirs, j'ai dramatisé, j'ai dédramatisé, j'ai insufflé d'humour. En fait, ce qui est magique quand on écrit une histoire, même si elle est inspirée de la sienne, c'est que
on peut faire que le ciel se déchaîne d'une seconde à l'autre, on peut faire tomber un arbre, on fait ce qu'on veut en fait, on romance. Alors il y a un grand débat là par exemple sur le film sur Stevie Mercury, les aficionados qui Freddie Mercury. J'ai dit quoi? Stevie Audrey. Non mais alors vous voulez que je vous dise pourquoi Stevie Mercury c'est amoureux de rien? Non, pas du tout, parce que j'écris un film et un des héros s'appelle Stevie, donc Freddie, Stevie, donc et ça c'est vous dire comme j'ai la tête pleine d'histoires en ce moment. C'est un de mes personnages qui d'ailleurs qui me pose problème, donc c'est absolument extraordinaire le lapsus que je viens de faire, qui me dit retourne au boulot. D'ailleurs je finis l'interview et je repars travailler. Je dois rendre ma copie demain matin. Ah oui. Oui, voilà, donc vraiment, je suis la tête dedans. Non, Freddie Mercury, oui, donc j'ai plein de potes, vraiment fans, qui disent c'est honteux, ils ne savaient pas qu'il avait le sida à la fin, ils l'ont mis. Oui, mais c'est brillant, scénaristiquement. Ils ont raison, en fait. Et moi, c'est tout à fait le genre de liberté que je me suis permise. Par exemple, à un moment, je raconte un rêve que j'ai fait sur une de mes sœurs. Et ce rêve a eu lieu après, beaucoup plus tard, et je l'ai mis plus tôt. Ensuite, il y a d'autres expériences, quand par exemple, je raconte un délire psychédélique sous acide. C'est le mélange de tas de choses que j'ai vécues, jusqu'à même des séances au tambour chamanique, sans aucune prise de substance illicite, qui m'ont amené dans des contrées que j'ai ramenées en fait à l'intérieur du roman. Donc j'en ai vraiment profité pour transformer en fait ces souvenirs en une histoire et en un roman, sachant que la base était quand même très romançable parce que les personnages sont assez fantasques, assez excentriques. Oui, voilà, haut en couleur, enfin vraiment romanesque dans le sens le plus pur du terme. Et puis alors il y a un truc qui est vraiment important à dire aux gens qui auront envie de le lire, c'est qu'il y a une urgence dans votre écriture. On est happé directement. Et moi j'ai l'impression que vous l'avez écrit presque sans respirer par moments. Ça a été tellement de travail pourtant. Ah oui. Alors en fait, je pense que cette urgence. Non, oui, j'ai écrit. Il a fallu trouver la structure, savoir quel était mon point de démarrage, la colonne vertébrale, le point d'arrivée, et puis ensuite on a cherché, on a eu plusieurs débuts, ensuite on a eu plusieurs structures, et puis après une fois qu'on l'a, et ben là on fait la matière, ce qui va venir remplir cette structure. Donc ça sort, et puis après c'est du travail et du retravail, du retravail. Et en plus j'ai des éditrices, c'est les éditions des Équateurs, exceptionnelles, hein, des grandes travailleuses qui m'ont énormément accompagnée. On a fini 3 jours dans une maison à me faire lire le texte à voix haute pour tout entendre, tout ce qui se répétait. Donc c'était un gros travail. Moi j'ai eu l'impression de travailler très dur en fait, et tout le monde me dit ça, mais tu l'as écrit d'une traite. C'est vexant. Oui, c'est la... Alors, mais parce que je sais que les gens le lisent d'une traite. Pardon, mais comme il y a eu d'autres lecteurs avant vous. Tout le monde me dit ça en fait, et que cela se lit très très vite. Et alors je suis à la fois très contente parce que ça veut dire qu'on le lâche pas, et puis de l'autre, j'avais ce fantasme de traîner plusieurs semaines sur la table de nuit, vous savez, et d'être celle qu'on retrouve, mais plusieurs semaines. Là, je sais que maximum 2 jours, 3 jours, et non, c'est un page pourtant il n'est pas si court, quoi. Enfin, il fait quand même 222 pages. Non, mais effectivement, c'est un roman très très prenant. Et en partie grâce à la manière dont c'est écrit, mais finalement c'est comme un montage de film. On peut croire que le film a été tourné en une prise, alors qu'en fait c'est la 10e prise qu'on a vue. Mais c'est surtout que ce qui est drôle, c'est qu'il y a des scènes qui durent 30 secondes et qui ont mis 48 heures à se créer, à se construire, parce qu'il y a des plans compliqués. Et toi, c'est une toute petite micro-scène que tu regardes comme ça, et en fait, c'était un boulot de dingue. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux gens qui vont découvrir ce livre ? Est-ce que ça vous intéresse, le retour des gens ? Parce que il y a une tendance en France, dans le monde entier, dans l'édition, c'est le roman feel good, où on a envie que les gens ressentent des choses bien, de donner du bonheur aux gens. Là, même si vous racontez des choses parfois très glauques, c'est un roman vachement positif, vachement fort, qui donne de l'énergie. Est-ce que ça, vous avez envie de ça ? Alors, vous voyez, on était au début sur le film, cette première version de scénario qui était sortie.
Et le retour des lecteurs, c'était quelque chose de sombre. Ils étaient étonnés, choqués, frappés, mais surtout c'était sombre, c'était lourd. Et moi, je me suis dit, je donne pas 2 ans de ma vie pour que, en fait, les gens ressortent de la salle sonnés et pas bien. Moi, j'ai une volonté, en tout cas, d'artiste. De faire du bien. Et quand je fais Sous les jupes des filles, c'est pour déculpabiliser les femmes de l'image du papier glacé, de ce féminin qui nous complexe tout le temps. Et puis l'envie aussi d'offrir des barres de rire. On sait que le rire, c'est bon pour la santé. Et ce que j'aime, c'est aussi... j'ai la sensation d'avoir compris avec... En vieillissant, en fait, et en lisant beaucoup, que quand on parle de soi, sans filtre, sans filtre, on s'entend, mais je veux dire, quand on va vraiment au plus près de son histoire et qu'on la partage, eh bien l'autre, en la découvrant, fait un voyage dans sa propre histoire. Voilà. Et du coup, c'est parce que j'ai lu des romans assez autobiographiques et qui m'ont fait du bien à moi dans ma vie et dans mon chemin et qui m'ont ouvert les yeux, ouvert des portes. Je me suis dit que peut-être il y avait une utilité, en tout cas, à l'offrir. Je ne fais pas un roman pour juste me défouler. Je fais un roman pour les gens. C'est la seule chose qui compte. Je sais que ça coûte cher, un livre. De la même manière que quand quelqu'un vient au théâtre, j'honore qu'il y ait 3 personnes dans la salle ou qu'il y en ait 3000, parce que c'est une place de théâtre, parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, parce que c'est sacré, parce que j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais, que ce soit écrire ou jouer au théâtre ou jouer dans des films, et que pour moi, ça ça s'honore immensément. Ensuite, j'ai, avec ce livre, vraiment eu envie de l'écrire pour dire merci, parce que j'aime la vie que j'ai aujourd'hui. Et je sais qu'elle est constituée et a complètement pris ses racines, en fait, dans cette enfance rocambolesque. Aujourd'hui, d'écrire le roman aussi m'a permis encore plus de m'en rendre compte. J'ai mis le point final au roman et j'ai commencé mon prochain spectacle, et qui a donc un petit terreau commun avec le livre, mais qui part vraiment complètement ailleurs. Et je me suis mise à écrire le spectacle dans la foulée, et donc dans cette pièce de théâtre, c'est un seul en scène avec une batteuse. Le personnage de ma mère revient tout le temps. Celui de mon père aussi, mais beaucoup ma mère. Et à la fin du spectacle, j'écris Maman, je suis désolée, tu prends cher, mais regarde qui est là depuis le début, comme les deux qui font la paire. Et le fait est que on peut lire certains passages, écouter certains bouts de mon histoire et se dire waouh, la mère, c'est trash, waouh, le père, quelle absence, etc. Et puis en même temps, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est vraiment de cette vie-là que je me suis créée comme artiste, en fait. Votre mère, j'adore... Elle était trop longue, cette phrase, non? Ah, mon Dieu. Même moi, je suis dit, à un moment, j'étais là au milieu. Oh là là, oh là là. C'est dur. Désolée. Votre mère, elle a un accent délicieux. Tu peux me parler un peu comme votre mère? Ouais, absolument, parce que moi j'adore faire ma mère. Alors ma mère, c'est vraiment, c'est la reine des mères, c'est la reine mère, c'est la reine des abeilles, elle est dans son royaume et elle regarde ses enfants pousser, ça la fait rigoler quand ils trébuchent. Bon voilà, c'était ma mère. Vous avez quelle relation avec elle? J'ai donc déjà un début de réponse. Hein. J'ai et c'est reparti. Les rapports sont assez inversés, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Les rapports sont inversés, c'est-à-dire j'ai l'impression d'être davantage l'adulte en fait qu'elle. Bon, je ne suis pas la seule à vivre ça, et puis surtout ça m'amuse, voilà. Enfin, ça m'amuse. Il y a des fois c'est dur, oui, il y a des fois je me dis oh, j'adorerais avoir une maman comme les autres, qui m'appelle, qui me saoule. Ça va, je m'inquiète pour toi, je peux t'aider, je peux faire un truc. Bon, ça n'arrive pas, hein, jamais dans ma famille, jamais. Des fois, je vois bien que même j'ai un amour inconditionnel, que j'ai du mal à diriger, parce que c'est compliqué de le diriger vers elle, parce qu'elle ne sait pas vraiment le recevoir. Mais j'aime la femme.
en fait. J'aime le personnage, elle m'intéresse. Et puis... vous la voyez un peu comme un personnage de fiction, quoi. Ouais, et puis je vous dis, je lui suis reconnaissante, en fait, de plein de choses qu'elle a faites malgré elle, d'accord ? Mais d'abord, elle m'a donné la vie. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Et moi, j'aime la vie, vraiment. J'aime être incarnée. J'aime le corps humain comme véhicule. J'aime la vie. Je me réveille contente le matin et j'ai toujours eu ça. Et bon, déjà, sans maman, c'est... Alors, on peut le prendre pour acquis, ce cadeau. Moi, pas. Moi pas. Et puis ensuite, il y a tout le reste. Il y a l'ouverture d'esprit. Quelque part, quand on jette ces gamins dans une faune au lion, avec tous les types de personnalités possibles, d'environnements sociaux, culturels, de névroses, d'addiction, etc., on offre la possibilité à ces enfants aussi de s'ouvrir au monde, hein, sans vivre dans sa petite bulle, à croire que tout va bien. Moi, j'ai découvert très tôt que non, il y avait des choses absolument horribles qui se passaient, hein, très tôt, trop tôt peut-être même, mais elles font quand même que je savoure ma chance de vivre tous les jours. Et puis aussi, vous voyez là un petit coup de travaux et j'ai perdu le fil. Non, j'étais en train de dire, j'ai un peu perdu, pardon. Oui, ma mère, voilà. Et voilà, et je me rends compte aussi que, en voyant beaucoup d'enfants en fait élevés un peu dans la protection, voire la surprotection, et que c'est pas les plus vaillants en fait, hein, qu'ils ont souvent peur du monde extérieur. Moi, j'ai vu une gamine à la plage, une copine de mon fils, avec son sac à dos sur les épaules, donc avec à la fin des vacances les marques de bronzage du sac à dos, hein, quand même, qu'elle ne lâchait jamais parce qu'il y avait son téléphone au cas où, pour que sa mère puisse la joindre au cas où. Alors elle n'était pas toute seule, elle était avec une adulte responsable, c'était moi, la mère me connaissait, et la pauvre tremblait, quoi. Hein. Elle tremblait. Si elle n'avait pas son sac à dos, elle tremblait. Si sa mère n'arrivait pas à la joindre, mais une minute, c'était 27 appels en absence, une espèce d'angoisse. Bon, je vous décris un extrême, évidemment. Mais en fait, quand même, je vois beaucoup de gens qui mesurent, qui font gaffe, qui ont peur, qui... Alors que on vous a laissé un peu, vous livrer à vous-même. Du coup, mon point de repère, c'est mon bide et c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu l'impression, en partant de là-bas, que rien n'était dangereux comparé à là où je venais, en fait. Et du coup... je pars toujours du principe que ça va bien se passer. Je pars toujours du principe que y a un bon fond chez les gens que j'ai en face de moi. Je pars du principe que c'est pas dangereux en fait. Vous voyez, même si je sais qu'il y a du danger. Alors vous me parliez de livres autobiographiques qui vous avaient marqué, qui vous avaient peut-être inspiré même dans votre façon d'écrire. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Bon, il y en a pas mal, mais là, moi, il y en a un qui a été transcendantal, que j'ai lu en une nuit. J'ai eu l'impression de faire une psychothérapie en accéléré, qui s'appelle « Rien ne s'oppose à la vie » de Delphine de Vigan. On s'est rencontrés après ça. Alors attention, hein, quand j'ai lu son bouquin, je me suis pas dit derrière, je vais en l'écrire un. Pas du tout, ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit. Mais je pense que si j'avais pas lu ce livre, j'aurais pas... je sais pas si je me serais pas posé trop de questions en fait sur le fait de rentrer dans son intime. Mais j'ai vu ce que ça avait de positif pour elle, pour sa famille, et puis ensuite pour les autres. Et je pense que si j'avais pas eu cet exemple si concret qui m'a vraiment attrapée, je vous dis, toute une nuit, je pleurais, je fermais les yeux, je réfléchissais pendant 1 heure, je repartais dans le livre, enfin un délire, une psychanalyse en accéléré, quoi. Un grand voyage. Et ça, c'est le pouvoir de la lecture. C'est peut-être même un pouvoir plus puissant que n'importe quelle forme. C'est beaucoup plus intime que d'autres formes d'art, non ? Oui, la littérature, il y a vraiment quelque chose. Puis de toute façon, le pouvoir des mots, on sait qu'ils ont un impact véritable sur le corps humain, sur l'âme, sur tout. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux avec les mots, c'est que on y crée notre imaginaire à nous, en fait, on y met nos couleurs, nos visages, nos décors, donc on est un peu metteur en scène de l'histoire de l'autre. Ça laisse une grande liberté, en fait, qui est très agréable. Ce qui m'a fasciné, ce qui a beaucoup stimulé mon imagination dans votre livre, c'est la maison. Cette maison, est-ce qu'elle existe toujours ? À quoi elle... Alors c'est drôle, parce que quand j'ai joué mon spectacle, j'ai mon petit frère... qui est retourné là-bas pour voir. Et tout a été rasé, à l'exception d'une grange qui est devenue maintenant leur maison.
Et il a fait une photo en fait de la cour délabrée. Et j'ai zoomé sur la photo et j'ai vu le carrelage de notre ancienne cuisine qui n'était pas encore défait, quoi. C'était assez dingue. C'était la promesse d'un truc canon, en fait, cette maison. Ça aurait pu être vraiment une espèce de grand ranch ultra créatif, formidable, quoi. Mais pour ça, il aurait fallu quelqu'un à sa tête qui le dirige, qui gère un peu les travaux, les finances. Et il n'y avait personne. Du coup, ça c'est... Vous étiez trop jeune. Les enfants à l'époque. Bah nous on gérait déjà on gérait nous, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire avoir des fringues propres et des affaires scolaires et un moyen d'aller à l'école, quoi. Et manger. Bon, voilà, ça, c'était ça, nos priorités. Donc, on n'était pas sur les comptes et engager des mecs pour faire des travaux qui nous plument pas et on pouvait pas aller appeler... Est-ce qu'il y avait des bouquins dans cette maison ? Ouais, il y en avait beaucoup. Alors, des bouquins en anglais, beaucoup. Hein. Il y avait cette salle qui s'appelait la bibliothèque que je décris dans le livre, qui était surréaliste. Mais en effet, maman, ça faisait partie des choses qui avaient été faites. Il y avait une très belle bibliothèque qui avait été construite avec des portes, avec un vitrail magnifique. Et puis, mais tout le reste, bon, pas de joints au carrelage, les murs pas finis. C'était assez surréaliste. Donc, il y a toujours eu des livres. Dans la maison d'avant aussi, beaucoup de livres. Et puis surtout, j'avais ma grande sœur qui était grande amoureuse des livres et qui essayait de me forcer à lire du Zola, du machin, du truc. Dans le livre, on voit que, on en a parlé, mais ça vous passionnait pas trop, quoi. Hein. Mais non, mais ça m'ennuyait complètement, truc, en fait, parce que pour moi, ça, d'abord, de toute façon, tout ce qui rime avec obligation me posait un vrai problème. Et d'ailleurs, m'en pose toujours un vrai problème. J'aime pas avoir la sensation que je dois, qu'il faut. Je n'aime pas ça. Et vous voyez, j'ai commencé à lire, moi, avec du Barjavel. Ah oui. Et vraiment, je sais même pas comment je commence un roman de Barjavel. Et là, j'ai été happée, j'ai adoré, j'ai voyagé avec les personnages. C'est devenu mes copains. Et puis, ça a été le début. Hein. Et à partir de là, j'ai compris. J'ai dit, ah oui, d'accord, c'est ça un livre, c'est génial. Moi, je voyais plus que la langue française barbante, limitante, je comprends pas ce mot et pourquoi cette formule et puis je voyais que des pages et des pages et des pages comme un poids, comme un boulet, comme les devoirs, quoi, en fait. Mais parce que je pense qu'on nous file des bouquins trop tôt, des bouquins qui sont trop intelligents pour des gamins, en fait. Alors après, il peut y en avoir certains qui ont la fibre. Ma sœur, elle l'avait. Ma sœur à 8 ans, elle était dans la cour de récréation, toutes les récréations, elle parlait à personne et elle enquillait les romans. Et papa en rapportait de son bureau, de son travail, etc. Et elle, à chaque fois, elle se jetait dessus. T'as l'impression qu'on lui avait acheté des bons becs. Moi, le seul truc qui mettait dans cet état-là, c'était les bons becs, en fait. Hein. Bah oui. Et voilà, en fait, il y a beaucoup de choses, et notamment avec l'école. Je trouve qu'on tente de gaver comme des oies les gamins avec des infos qu'ils ne sont pas prêts à recevoir. On ne se sert pas des armes, des outils merveilleux qu'ils ont et qu'on a à cet âge-là. Notre cerveau, qui est une éponge, qui peut tout absorber. Tu peux apprendre une langue en 6 mois, devenir bilingue, trilingue, quadrilingue. Quel dommage. Quel dommage. Et du coup, j'ai fait vraiment un amalgame, quoi, hein, littérature, école. Voilà. Parce que c'était les mêmes bouquins qu'on voulait que je lise à l'école, hein, Stendhal, machin et tout. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je savoure, même moi qui disais jamais je mettrai un pied à la fac parce que juste être assise. Je peux un tout petit peu, mais vraiment pas trop. Ça m'oppresse très vite. Mais aujourd'hui, je me dis, si j'avais la maturité en fait que j'ai aujourd'hui, je décortiquerais et j'irais faire de la socio, de la philo, creuser, aller apprendre plus, profiter en plus, au moins à la fac, on est quand même libre de venir, de pas venir, de rentrer, de sortir, etc. Aujourd'hui, je comprends mieux. Mais et vos fils, ils lisent des livres ? Oui, alors j'ai de la chance. Le papa de mon petit dernier, il bouscule beaucoup son fils pour qu'il lise beaucoup. Moi, je suis pas trop obligation, en fait. Hein. Je pense que c'est mieux que ça vienne de lui. Et bon, quand même, du coup, entre le forcer et la maman qui dit tu fais ce que tu veux, mais quand même qui essaie de lui offrir des bouquins intéressants et tout ça, en tout cas, on fait un exercice très intéressant et qui est très bon pour son cerveau. Et d'autant plus pour les cerveaux des enfants qui jouent avec des écrans. Hein. C'est un truc que nous, on n'avait pas enfant. Alors moi, c'est très, très limité dans ma famille. Hein.
très très limité parce que j'ai conscience du danger. Mais voilà, et on lui fait faire de la lecture à voix haute tous les soirs, 5 pages minimum. Mais là, voilà, mon fils, par exemple, ce qu'il lit en ce moment, c'est un scénario d'un film que je vais faire. Pas que j'ai moi écrit, hein, un scénario adapté d'un roman de Chalandon qui s'appelle Profession du père. Et donc il y a un scénario magnifique que Jean-Pierre Améris a écrit, dans lequel je vais jouer avec Benoît Poulvorde. Et donc, il m'a dit Profession du père, qu'est-ce que c'est, etc. Et comme j'avais lu l'histoire, je savais qu'elle est dure, parce que c'est celle d'un enfant battu, mais je savais aussi qu'elle n'était pas... Il n'y a pas de scène de sexe ou de trucs, ou que je voudrais pas que mon gamin de 10 ans le lise. Et alors ça, il s'est passionné de ça, quoi. Il est fou, il doit lire jusque page 25, il a lu jusque page 35, voilà. Donc... Et ensuite, il est très, très, très... Bon, Harry Potter, il les a déjà tous lus en anglais, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il a 10 ans. C'est classe. Ouais. Et il est parfaitement bilingue, hein, je vois des enfants. Et puis, beaucoup de BD, beaucoup de... Voilà. Et alors, je dis voilà, j'ai parlé que d'un. Et mon fils aîné, grand lecteur, en fait, c'est pour ça que je ne l'ai même pas planté. Lui, il a toujours eu une tendance assez un peu comme ma sœur, quoi, qui lisait toute seule dans la cour. Lui, il lisait pas tout seul dans la cour, mais quand même, il a toujours eu... ça m'arrive de le croiser dans la rue et il a son bouquin dans les mains, quoi. Il me voit même pas. C'est marrant, donc il prend toujours les transports avec un livre. Même des fois, dans la rue, il marche avec un livre. Et donc, c'est quelqu'un qui a un rapport très joli, en fait, à la littérature. J'ai créé ce podcast avec cette idée que j'avais envie de parler de la passion des livres avec plein de gens, avec des auteurs, avec n'importe qui partagerait avec moi le besoin de lire, et surtout de lire en ce moment, dans cette époque où on est constamment sollicité par les réseaux sociaux, par des petits messages très courts, où on lit beaucoup de choses, mais en fait des petites histoires, des petites polémiques pas très intéressantes. Est-ce que... Vous êtes poli, dis donc, une polémique, voire vraiment... Voilà. Et dans le lancement de ce podcast, je dis à chaque fois que quelque part, les gens qui lisent aujourd'hui sont presque des résistants. Parce qu'il faut résister. Ceux qui écrivent, alors c'est quoi? C'est des résistants de résistants. C'est des mystiques, presque. Ouais, c'est des mystiques, c'est des dinosaures. Des gens qui réussissent à ne pas regarder leur téléphone plus de 5 minutes, c'est rare, non, de nos jours? Ouais, alors bon, moi j'ai un rapport très particulier à tout ce qui est... Enfin, j'ai un rapport particulier au temps, déjà en règle générale. Je me sens toujours en retard. Je trouve qu'on est trop stimulé, beaucoup trop stimulé. J'ai eu la chance de tourner un film au Bénin et c'est la première fois que j'étais à l'heure. C'est pas une blague. Enfin, je sais pas comment vous dire. Non, mais parce que vous voyez, comme il y a pas d'horaire de train qui part pile à machin, on n'est pas à la minute en fait. Et là-bas, j'avais l'impression de pouvoir respirer, d'avoir des journées normales. On est fait pour vivre comme ça en fait. Seulement, étant obligés de nous organiser, vu combien on est nombreux dans les villes, etc., et ben voilà, on est tous en proie à un planning, à des horaires, à des trucs, à des machins, des petits, des gamins en retard à l'école, machin, faut pas. Et quelle pression, quel stress. Après, il y a évidemment toute la dimension d'aujourd'hui, d'être joignable tout le temps, de pouvoir avoir toutes les informations tout le temps. Combien de temps on perd à lire la même info? Et voilà. Alors moi, je n'ai pas la télé. Je passe du temps sur mon téléphone portable. Vraiment, je mentirais que de dire le contraire. Et j'en passe trop. Ça m'effraie. En plus, maintenant, il y a le temps de contrôle. Donc, c'est assez angoissant. Mais je travaille. C'est-à-dire que c'est vraiment un bureau aujourd'hui. Je profite de 10 minutes entre deux rendez-vous pour répondre à mes mails, pour envoyer tel dossier, pour aller vérifier un truc que je dois récupérer. Même parfois, je fais des courses sur Internet, même si je les fais pour rien de frais de produits frais et qui puissent engendrer encore plus d'emballage et de tout ça. Mais des fois, j'ai pas le temps dans une journée de réussir à faire les courses. Donc je m'en sers vraiment comme d'un outil. Hein. Donc je suis pas en train de dire j'ai pas de portable. Non, j'ai pas la télé. Je me sers de mon portable déjà trop. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec les conversations téléphoniques parce que de toute façon je ne supporte pas les ondes. Donc j'ai jamais mes oreillettes, je les perds toujours. Donc je mets sur haut-parleur. Donc ça va bien 2 secondes, tout le monde profite de la conversation. Mais de toute façon je peux pas le mettre à mon oreille. Ouais. Au bout d'1 minute ça chauffe, ça brûle, ça me fait mal à la tête. Donc c'est non. Faut quand même se rappeler que c'est dangereux cette histoire, hein, que les seuils acceptables ils sont seulement donnés par les marques.
Hein. Donc, il y a un autre niveau d'agression, en fait, qui est invisible, parce que les ondes, on ne les voit pas, mais qui est fatigante, éreintante et stimulante, en fait. Vous voyez, votre téléphone, même en mode avion, il est stimulé. Vous dormez avec votre téléphone sur la table de nuit en mode avion, eh bien, vous avez une espèce d'énergie comme ça qui, toute la nuit, va vibrer à côté de vous et vous fatiguer, en fait. Mais donc, voilà. Alors qu'un livre, ça n'a jamais tué personne. En tout cas, sauf en lui tapant sur la tête très fort. Mais exactement. Et du coup, oui, lire, c'est la résistance, mais c'est aussi un vrai moyen. C'est tellement joliment dit. C'est ça, c'est un vrai moyen de... Aujourd'hui, quand on voit la beauté de quelqu'un qui est posé à une terrasse, avec un roman quand même, et qui n'est pas... Il y a une étude, Audrey, qui dit aussi que les gens qui lisent sont plus sexy. Alors, ça dépend ce qu'ils lisent. Ouais, mais oui, parce qu'on cherche tous le calme. Je sais pas vous, moi en tout cas définitivement. Vous voyez, là je déménage et j'ai réduit toute ma vie à 15 cartons. Je cherche le vide et le calme. Je veux du vide et du calme dans ce monde de fous. Parce que j'ai pas envie de mourir et la seconde avant de fermer les yeux, me dire j'ai couru toute ma vie. Il y aura quelques livres dans les cartons ? Il y a quelques livres dans les cartons ? Ah oui, bien sûr. Alors en fait, j'ai la chance d'avoir une maison de campagne dans laquelle du coup j'ai un mur, comme quand j'étais petite, de milliers de livres. Et je suis assez heureuse parce que c'est une maison de campagne que je prête beaucoup. Donc je sais qu'ils vont être pris, ils vont être lus pendant des vacances, ils vont être remis, écornés. Tout ça, ça me plaît beaucoup, moi, que les livres vivent. J'adore plus ils sont cornés, abîmés, plus j'aime en fait. J'ai un rapport assez particulier à ça. Et puis du coup à Paris, comme j'ai réduit toute ma vie à 15 cartons, j'ai peut-être 15 livres sans lesquels je ne peux pas vivre. Quelques pléiades magnifiques qui sont des chefs-d'œuvre que je ne veux pas voir écornés. Et puis quelques très beaux livres d'art. Mais voilà, là je vais vivre quasiment comme à l'hôtel en fait. Ok. Merci beaucoup Audrey pour ce petit moment. Et merci à vous. Autour des livres, autour de votre livre. Famille. Ah si, quand même, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Je vais en parler avec vous. C'était que le livre il s'appelle Famille, mais vous avez mis le M entre parenthèses. C'est pas un hasard. En fait, on se rend compte que famille, sans le M, ça fait faille. Et moi, je l'ai toujours vu, je l'ai toujours lu en fait dans le mot. Je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, sans le M, ça fait faille, sans le M, ça fait faille. Et quand on y pense, famille sans amour, ça fait faille. C'est vrai, il y a des choses comme ça dans la langue française passionnantes. Et puis quand on voyage dans d'autres langues, on peut aller très très loin. Mais par exemple, monde, le monde sans le M, ça fait onde. Voilà, sachant que tout est fréquence et que le M, s'il était représentatif là de matière, c'est ce qui fait la différence entre. Enfin voilà, c'est assez intéressant quand on gratte un petit peu derrière les mots comme ça. Moi, je m'amuse toujours à faire ça. Et là, oui, il y a un désir de mettre le plus d'amour possible pour justement éviter la faille, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les titres des romans que nous avons évoqués avec Audrey Dana pendant ce podcast, rendez-vous dans les notes de cet épisode. D'ici là, à bientôt et bonne lecture.